Ouais, donc c'est pour notre en fait, toute première chronique qui est donc partenaire particulier. C'est ça, merci Émilie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Michael Van-Sermaget, je suis chercheur en santé publique, enseignant également, auteur et podcasteur, comme c'était marqué dans la description. Il doit s'afficher probablement quelque part. C'est ça, sans doute. Et du coup, aujourd'hui, comme tu l'as dit, je vais présenter cette première chronique patient. Donc voilà, le thème de cette émission, c'est se découvrir soignant. Ouais. Finalement, un soignant, c'est quoi et finalement, c'est qui? Un soignant, c'est quelqu'un qui va intervenir auprès d'un soigné, d'une personne soignée. Parce que forcément, quand on prodigue un soin, il faut le prodiguer à quelqu'un. Donc c'est pour ça que cette chronique, elle a une place super importante aussi ici, parce que se fabriquer soignant, c'est aussi se mettre en relation avec l'autre, avec une personne qui a une maladie, qui est malade, puis qui devient patient. Moi, je vais l'aborder sous une perspective un peu hybride, un peu originale, puisque je suis moi-même chercheur et patient, ou patient et chercheur, ça je vous laisse décider selon ce que vous avez envie de m'octroyer comme statut. Et donc voilà, au commencement, il y a des signes qui peuvent être banals, qui peuvent passer inaperçus, qui peuvent être plus ou moins inhabituels, plus ou moins handicapants, plus ou moins invalidants. Mais ces signes, finalement, ils se développent, ils vont se transformer en symptômes. Voilà, on va avoir une plainte qui va se développer, mais on peut ne pas forcément se rendre compte que finalement on en souffre, qu'il y a un impact réel. Et ces symptômes-là, en fait, tant qu'il n'y a pas un liant qui est là, qui est la souffrance, il n'y a pas forcément de prise de conscience. Donc forcément, on va se découvrir malade à un moment où il va y avoir une prise de conscience. Il y a quelque chose qui a changé dans son quotidien, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, dans sa manière de relationner avec le monde. Mais ça peut être difficile à accepter. Parce que quand il y a quelque chose qui change comme ça du jour au lendemain dans un quotidien, notamment quand c'est quelque chose qui est négatif, la souffrance c'est négatif, c'est quelque chose d'important, c'est difficile à accepter. Et quand on n'arrive pas à accepter une situation, on fait comment pour la partager? Comment on fait pour la partager? Parce que c'est très difficile. En plus, donc moi j'interviens dans la santé mentale, dans la psychiatrie. Comment est-ce qu'on fait pour partager cette souffrance psychique qui est indicible? Et quand on met la casquette à côté de professionnels de santé ou finalement du chercheur, de la personne qui connaît aussi la maladie sous l'angle scientifique, c'est difficile d'interpréter quelque chose qu'on ne peut pas partager. Comment est-ce qu'on fait pour interpréter? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre? Et notamment quand il y a du déni aussi. Il peut y avoir du déni, il peut y avoir énormément de choses. Moi, je veux dire, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant 15 ans. Je vous dis ça maintenant, mais en fait, les mots sont faux. Les mots sont faux parce que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant 15 ans. J'en ai souffert pendant très peu de temps. Ça fait 1 an que j'en suis conscient. Donc finalement, il y a eu ce déni en fait, qui était extrêmement long, des signes, des symptômes, de la dénutrition, des choses qui n'étaient pas du tout normales, qui étaient clairement pathologiques. Mais il n'y avait aucune remise en question parce que ça ne bouleversait pas mon quotidien. Quand ça a été bouleversé, c'est quand il y a eu vraiment de la souffrance intolérable. Ce qui est essentiel, du coup, c'est s'écouter quand il y a une souffrance, s'écouter quand il y a une souffrance. Et à partir de ce moment-là, cette souffrance, la prise de conscience, elle va te donner un déclic. Le déclic, c'est ça, le déclic. Important. Mais le déclic, c'est quoi? C'est flou, en fait. On va se dire, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va aller chercher de l'aide. Quand on cherche de l'aide, notamment en santé mentale, on va voir son médecin généraliste. Souvent, c'est le premier recours. Médecin généraliste qui n'est pas forcément toujours très bien formé. C'est ça. Moi, je le vois en psychiatrie. C'est ça, qui n'est pas forcément toujours très bien formé sur les problématiques psychiatriques. Donc là, en fait, quand on va chercher de l'aide, on attend une clarification. En fait, on se dit, là, il y a un problème, j'aimerais bien savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on va consulter en premier recours, on va faire quoi? On va faire des examens, on va faire des batteries de tests, on va consulter des spécialistes. En fait, c'est une période qui est très longue, qui est une période d'incertitude. Puis il y a aussi une question d'errance diagnostique. C'est ça, il y a une question d'errance très importante. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc, finalement, après cette période d'incertitude, où on peut lever un peu le voile, il va y avoir quoi? Il va y avoir un diagnostic qui va être annoncé. Un diagnostic, c'est quoi? C'est un mot, une construction humaine, qui évolue au fil des années, au fil des nosographies. Et ce diagnostic, souvent, il est associé à des émotions qui sont négatives. Typiquement, en psychiatrie, si on vous annonce un diagnostic de trouble schizophrénique, vous avez l'image des films de tueurs en série qui va apparaître, etc. C'est-à-dire, mais en fait, moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un tueur en série, c'est pas possible, en fait. Donc, il y a ces émotions négatives de peur, de tristesse, de honte, de rejet, qui peuvent intervenir. Effectivement, parce qu'il y a la société aussi. On est malade, mais on est aussi malade dans une société avec tous les regards qu'on a. Moi, je suis d'accord avec toi pour la psychiatrie. Bien sûr. Il y a tellement d'idées reçues aussi pour lutter. C'est ça, et c'est pour ça que typiquement, les professionnels qui sont formés sont vraiment propices à donner des informations qui soient fondées, qui soient utiles aussi pour le patient, parce que surcharger d'informations, ça ne sert pas à grand-chose non plus, si elles ne sont pas intégrées, si elles ne sont pas comprises. Mais ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, c'est aller sur Internet. On va aller sur Internet, tomber sur des forums, c'est ça, et tomber
sur des choses qui sont qui peuvent être très catastrophistes, sensationnalistes et qui font peur. Qui font peur parce que parler de quelque chose qui va bien, c'est chiant. Ce qu'on aime bien montrer, c'est les gens qui tuent, c'est les gens qui vont très mal. Et c'est ça. En fait, ça peut renforcer, c'est ça, ça peut renforcer vraiment ça, ce stigmate, en fait, et le poids des conséquences qu'on risque d'avoir. Et quand on remet aussi la casquette de chercheur, quand on a la connaissance de ces pathologies, des tenants et aboutissants, des conséquences qu'il peut y avoir, des limites, des clichés, ça apaise pas en fait, ça apaise pas ces émotions négatives, parce que finalement on finit par s'approprier tout ça, on n'est plus dans la même relation, la relation de sachant ou la relation de personnes qui expérimentent. Finalement, ça peut même amplifier ces émotions négatives parce qu'on sait que telle prise en charge ne va pas forcément fonctionner, qu'il y a ses effets secondaires, etc. C'est comme les soignants malades, c'était un peu ce que tu disais avec le film, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que le diagnostic, vraiment, il faut garder en tête que c'est une étiquette qui est une entrée, une porte d'entrée dans le soin, mais qui a ses limites aussi. Un diagnostic, ça peut être mouvant à l'échelle intra-individuelle. On sait très bien que le trouble borderline, souvent, va être diagnostiqué comme un trouble bipolaire plusieurs années avant. C'est aussi, ça évolue au fil des années. On sait qu'en 87, l'homosexualité était encore une pathologie psychiatrique. Donc ça bouge vraiment de partout. Et ce diagnostic, dont je dis, c'est une étiquette, et l'étiquette, elle sert aussi à se redécouvrir. À se redécouvrir, dans un premier temps, on peut s'identifier à son diagnostic. Ça peut être assez problématique parce que, en fait, c'est surtout lié aussi à ce que tu disais, à la société, en fait, qui te renvoie toujours cette image, qui te sollicite uniquement par rapport à ta maladie. Voilà, t'es en soirée, tu t'es pas trop souriant parce qu'en fait, il t'est arrivé une merde dans la journée, mais les personnes qui t'entourent savent que voilà, t'as une tendance à la dépression. Forcément, si tu as tiré la gueule ce soir-là, c'est ta dépression qui revient. Et en fait, on te renvoie en permanence, même pour des choses banales du quotidien, à ton diagnostic, à ta maladie. Donc ça, c'est assez négatif parce que ça diminue l'estime de soi, l'image de soi. C'est pas très favorable aux relations sociales pour le coup. Et de l'autre côté, on peut aussi se donner l'objectif de combattre justement cette étiquette, de se dire, je vais devenir acteur de ma prise en charge et acteur de ma santé en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire participer aussi à la prise en charge. Parce que il n'y a pas le soignant, le soigné, c'est une collaboration, c'est un partenariat. Et cette relation de soin, justement, c'est utile de questionner cette asymétrie justement qu'on peut accepter ou décider de combattre vraiment en partenariat avec son professionnel et surtout adhérer au traitement, à la prise en charge sans être passif. Et c'est là que ça devient très difficile de séparer le chercheur du patient, parce que quand on connaît justement les traitements, comment ils fonctionnent, comment ils ont été créés, etc., ça peut être difficile. On peut anticiper justement des effets secondaires qu'on ne va pas avoir. Ça peut avoir un effet nocebo finalement. On peut anticiper des difficultés qu'on sait que dans certains systèmes de santé il peut y avoir, mais finalement il n'y a pas forcément d'études dans son système de santé, donc on va extrapoler des choses. On a tendance à surgénéraliser. Et c'est là que c'est important aussi pour les professionnels de discuter des alternatives, des ajustements qui sont possibles. Typiquement, quand je consultais un psychiatre en CMP pour mes troubles du comportement alimentaire, il me prescrivait des traitements qui étaient à l'opposé des recommandations sanitaires. Je connaissais les recommandations, je lui apportais les papiers de la HAS, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et donc c'était assez problématique. Non, mais ça montre que là, on est aussi dans un changement de paradigme. C'est que les patients, ils sont aussi là pour collaborer, comme tu disais, avec nous. L'idée, c'est que justement, on soit dans la même dynamique et que le patient aille mieux. Donc c'est à faire ensemble. C'est ça. Et donc je parlais de l'identification justement. Hannah Arendt disait que pour être confirmée dans mon identité, je dépends entièrement du regard des autres. Et typiquement c'est ça, quand on t'identifie en permanence comme un malade, ton estime de soi est dégringole en fait. Parce que tu n'es plus une personne humaine, tu es une maladie ambulante, tu es un virus sur pattes ou tu es un cerveau malade sur pattes. Donc c'est difficile de se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'est pas tout seul, en fait. Même si son expérience, elle est unique, elle est propre, elle nous appartient, on n'est pas seul là-dedans. Mais pour ça, il y a besoin de soutenir typiquement les personnes de manière émotionnelle, psychologique. Et ça, en fait, on fait comment? Où est-ce qu'on trouve ce soutien psychologique? Il y a 2 écoles, même 3, en fait, si on veut faire le mix des 2 premières. Il y a ceux qui vont aller en parler à leurs proches, en pensant que ça va résoudre des problèmes, etc. Et ceux qui vont aller en parler à des professionnels de santé. Donc les premiers, souvent, ont beaucoup d'attentes par rapport à leurs proches. Leurs proches peuvent être un soutien affectif, mais surtout pas une prise en charge. Un proche n'est pas forcément équipé pour entendre parler de la souffrance. Il n'est pas là non plus pour proposer des solutions, mais il y a ce lien affectif qui fait qu'on va essayer en fait, d'apporter des solutions, ce qui n'est pas du tout pertinent dans ce cas-là, en fait. Et du coup... se pose la question des soignants et des aidants, bien sûr. Sont vraiment un gros soutien, quoi. Bien sûr. Et du coup, de l'autre côté, il y a les professionnels de santé qui, eux, sont équipés pour accueillir cette souffrance, pour proposer typiquement des prises en charge, voire des solutions quand elles existent. Mais le mi-chemin est bien aussi, puisqu'on peut trouver justement dans l'un et l'autre un soutien
qui peut être nécessaire, typiquement chez les professionnels de santé, tout ce qui va avoir trait à la prise en charge, aux symptômes, au fonctionnement psychosocial, et chez les proches, voilà, un peu de la compréhension, de la bienveillance. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les deux, enfin, il ne faut pas confondre les deux, on peut mélanger les deux, mais pas confondre les deux. Mais là aussi, il y a un problème qui est que parler, c'est s'exposer à la stigmatisation. Quand vous allez parler d'un diagnostic psychiatrique sévère à vos proches, vous allez leur dire, là, on va diagnostiquer un trouble bipolaire. Ah ouais, mais ça veut dire que tu es cinglé, tu vas changer d'humeur tout le temps. Voilà, il va y avoir plein d'images en fait, qui vont être associées comme ça. Et cette stigmatisation, on la vit intensément, avec le risque de s'auto-stigmatiser. On va s'approprier le stigmate que les autres, finalement, nous renvoient, parce que s'il y a 60 millions en France de personnes qui nous disent que tu es un cinglé, moi, tout seul, je suis qui, en fait, contre ces 60 millions de personnes, pour dire que c'est faux. Non, puis ça touche beaucoup plus les maladies mentales que d'autres exactement pathologies. Bien sûr, je pensais, on ne va pas dire quand tu es diabétique, on ne va pas venir te juger et encore, demain. C'est pas vrai, parce que alors moi j'ai été animatrice de colo justement à l'AJD, c'est l'association des jeunes diabétiques, où en fait ils engageaient des étudiants en médecine pour faire de la prévention et justement de la promotion un peu de la santé avec les jeunes diabétiques. Et en fait j'ai découvert énormément de stigmatisation, de choses mais horribles qu'on peut leur dire quand ils sont tout gamins, du style, je vais peut-être pas le dire d'ailleurs, c'est pas la peine. Et j'ai vu aussi la construction en fait de son parcours en tant que jeune malade chronique. Et effectivement, c'est ce que tu disais, c'est comment on se construit aussi en tant que patient quand on a toute cette histoire. Et je trouve que c'est un parallèle qui est aussi hyper intéressant à faire. Alors, pas effectivement sous le même angle, mais il y a aussi cette idée que nous, en tant que jeunes soignants, on se construit aussi dans cet univers, en tout cas, lié à la maladie, et que ça nous impacte forcément aussi dans notre trajectoire personnelle et professionnelle. Bien sûr. Et on en fait quoi de cette image négative de soi qui est renvoyée par la société? Ce qui est possible de faire, c'est avec beaucoup de travail, ça prend de la patience, ça prend beaucoup d'efforts, c'est de s'affirmer en fait, s'affirmer comme un être humain qui a une maladie, et non pas comme un malade qui vit. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est se battre pour ça, mais il faut être outillé pour ça, il faut avoir l'envie de le faire. C'est très compliqué face à beaucoup de personnes de s'affirmer comme ça, de dire je suis un être humain et je vous emmerde en fait. Certes, j'ai une maladie, mais vous aussi un jour vous aurez une maladie. Et c'est vraiment ça. C'est hyper intéressant, c'est hyper fort ce que tu racontes, parce que c'est aussi le podcast que toi tu as fait sur les mots bleus, et c'est ça, c'est la question de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'outiller en tant que patient. Et je pense que ton podcast, il est hyper transversal, parce que même moi, typiquement en tant que psychiatre, j'ai pu l'écouter et ça m'a apporté plein de choses sur un regard que peuvent avoir les patients. Et d'ailleurs, Laurent, je voulais te poser aussi un peu la question du lien entre patient et famille. On en parlait un petit peu là, sur la question des aidants. Je ne sais pas si toi, ça te parlait un peu. Moi, ce que je voulais surtout dire... c'est vrai que c'est cette question de... toi tu nous fais le récit justement de tout un parcours. Et en fait, je pense que les podcasts, c'est vraiment extrêmement utile pour les soignants, enfin pour n'importe quel concitoyen d'ailleurs, ou personne qui vit dans cette société. Parce qu'on peut justement ouvrir cette partie-là de notre imagination, en fait, de se dire, voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Parce que finalement, ce qui se dit, c'est quelque chose de tout à fait partageable. Après, si on ferme la porte et qu'on ne veut pas ni être attentif, par exemple, ou ni être capable d'imaginer quelque chose, on va rester comme un homme grenouille, quoi, en fait, face à n'importe quel film, podcast ou récit. Ouais. Mais l'idée, c'est que si on arrive à... grâce à des podcasts comme ça, en fait, la santé peut changer. La santé, la manière de faire ce métier. Et c'est un peu un complément de la recherche qualitative où on donne en fait enfin la voix à des personnes qui ont vraiment vécu cette situation et qui ont d'autres choses à dire que celles que nous, les médecins, on pouvait penser. Enfin, moi aussi, je suis patiente d'autres choses. On est tous des êtres humains, on est tous médecins, patients, etc. Mais bon, disons qu'en fait, on se positionne quand même de manière du côté soignant quand on est dans notre profession. Et c'est très important d'avoir accès en fait à cette voie-là. Les mots qui sont utilisés, c'est des mots qui vont nous toucher. Enfin, c'est une conversation en fait dans laquelle on peut se retrouver tout à fait. Et la manière dont la personne apparaît par le langage, cette liberté-là de dire bon, j'ose parler, je ne sais pas encore ce qui va sortir, mais je mets ça sur la table. Eh bien, en fait, c'est une forme de générosité aussi, je trouve, pour la société, parce que qui de la société a un avantage à rester fermé comme ça? Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Il y a une espèce de malentendu qui continue à exister
quant aux maladies prises en charge par la psychiatrie, qui ont une histoire. C'est sûr qu'il n'y a pas que la psychiatrie. D'ailleurs, Jérémy, je ne sais pas si ça te parlait un peu, la question justement de créer du contenu c'est un peu l'idée, quoi, pour parler un peu des sujets qui touchent à cœur. C'est justement, tu parlais d'aller faire des recherches sur les réseaux et de tomber. L'idée, justement, c'était de créer des vidéos, mais bien sourcées, avec la bonne bibliographie qui va bien, justement, pour que si un jour les patients, il y a des patients ou des personnes qui se posent des questions, elles aillent chercher, qu'elles aient les bonnes informations aussi, et d'avoir justement le contenu le plus transparent possible. Et là, ce qui rejoint le domaine de la psychiatrie auquel je pense, et je pense que je vais faire quelque chose, c'est au niveau de l'addictologie, parce que j'avais fait récemment, il y a eu un problème sur de l'héroïne frelatée qui a circulé en Seine-Saint-Denis. J'ai fait un sujet dessus et les gens disaient mais pourquoi, on s'en fout, ces gens ils vont se piquer, c'est leur problème, ils ont choisi de faire ça. Et en gros, c'est ce que je leur ai dit, dans ces cas-là, va dire la même chose. Pourquoi ton discours est différent entre une personne qui est addicte à un produit, peu importe le produit, parce qu'il y en a plein, et quelqu'un, justement, je pense pas que ça traverserait, bon là t'es en train de me dire que si, du coup, mais de dire ça à un diabétique, par exemple. Oui, et pourquoi le somatique existe, mais le psychiatrique n'existe pas. Et ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Et je pense qu'en France, on a encore comme tu disais, ça fait peur, mais parce qu'on n'en parle pas assez. Et moi, si j'avais les connaissances, mais j'ai absolument pas les connaissances en psychiatrie pour le coup, de vulgariser, en fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse le travail que font les vulgarisateurs comme moi en somatique, qui fasse exactement la même chose en psychiatrie. Parce que ce serait... Je pense que... Ouais, mais c'est ce que tu as fait. Non, mais c'est ce que tu as Du coup, c'est vrai que l'idée de ce soir, c'était aussi, comme vous le disiez, de mettre en valeur des initiatives qu'on trouve hyper positives, hyper intéressantes. Et donc, je te remercie vraiment pour ta chronique, Mickaël. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble et puis de se revoir. Et puis, donc, si ça intéresse nos téléspectateurs, ou je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, nos viewers, on pourra retrouver du coup tous tes podcasts sur les mots bleus, sur toutes les plateformes de podcasts et puis aussi dans ton livre Vivre avec un trouble de santé mentale. On te remercie en tout cas, Mickaël. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut.